Merci de nous rejoindre sur A24 News. C'est un jour spécial pour l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prêté serment ce matin après l'annonce faite samedi par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. Réélu pour un second mandat présidentiel de 5 ans, le chef de l'État a donc officiellement pris ses fonctions, une prestation de serment symbolique puisqu'en mettant sa main sur le Saint-Coran, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, promet surtout de respecter tous ses engagements. La cérémonie d'investiture s'est tenue au Palais des Nations à Alger et s'est faite en présence de hauts responsables de l'État et de hautes instances de la nation. Elle a été marquée, bien entendu, par le serment prêté par le président Abdelmadjid Tebboune, mais aussi par son discours teinté d'émotion dans lequel le chef de l'État est revenu sur plusieurs aspects, le bilan de son premier mandat, mais aussi les aspirations pour le second, des volets que l'on va décortiquer durant les 2 prochaines heures avec mes invités, à commencer par Badis Khnissa, analyste des questions géopolitiques. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Gamal Abina est également avec nous. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors je vous présente, vous êtes analyste des questions internationales et politiques. Et puis sur le plateau, j'ai le plaisir d'être accompagné une fois de plus par le professeur Abdelkader Soufi, expert en questions stratégiques et sécuritaires. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Ider Sassi nous fait également l'honneur d'être avec nous. Ider Sassi, vous êtes expert international en économie et finance. Bonsoir. Merci pour l'invitation, toujours un plaisir. Merci à vous. Alors messieurs, tout d'abord, cette cérémonie d'investiture, elle intervient dans les délais constitutionnels, Abdelkader Soufi. Cela atteste-t-il de la détermination du président Abdelmadjid Tebboune à s'atteler à la mise en œuvre de tous ses engagements? Moi, je pense que le plus important à retenir, disons, le respect de durant cette cérémonie protocolaire qui a été marquée par deux aspects importants. D'abord, la cérémonie protocolaire, ensuite, le discours à la nation. C'est un discours important car même s'il a, je pense, axé le plus important de ce discours sur la politique interne. Et cela, on retiendra 3 axes importants: le renforcement de l'action sociale, le dialogue national inclusif et l'action économique. Alors, le parterre reflétait absolument en présence donc l'ensemble des éléments et des acteurs de la scène politique et sociale algérienne. Aussi, dans le discours concernant l'axe économique, il s'est attelé à développer le chapitre de l'agriculture notamment et la stratégie politique donc, de l'eau. Donc cette stratégie, comment connecter les barrages entre eux et aussi comment développer cette technologie des stations de dessalement et la formation dans ce sens-là. Nous retiendrons que dans l'ensemble de ce qui a été dit, a été le reflet d'abord d'une politique ou de la continuité d'une politique qui a été mise en exergue 5 ans durant, et c'est la continuité de cette politique avec, donc, comme je dirais, comme axe nouveau et important, c'est le dialogue national inclusif. Gamal Abina, on rappelle que Abdelmadjid Tebboune a été élu à la majorité absolue avec 84,30% des suffrages exprimés. Pensez-vous que cette réélection dénote de la confiance qu'accorde le peuple algérien à Abdelmadjid Tebboune? Ouais, discutablement, le résultat était évidemment un petit peu problématique au démarrage parce qu'il y a eu de petites erreurs par rapport à la commission électorale. Ça a été retoqué, on a revu effectivement un résultat qui était un peu plus sérieux. Et en même temps, on se rend bien compte qu'il y a un certain engouement. Hein. Beaucoup d'Algériens l'appellent Ami Tebboune maintenant, tellement il y a une forme d'attachement comme ça qui s'est fait. Parce que l'espoir est né, parce que les gens ont envie d'y croire, parce qu'effectivement, objectivement, sur le plan macroéconomique de la grande économie, l'Algérie a progressé de façon fulgurante, on peut le dire. Hein. Je veux dire, un PIB porté à
à 266 milliards de dollars, troisième économie africaine, une progression considérable, des ambitions affichées à l'export, des ambitions affichées en termes de relance des infrastructures, un assainissement de la vie économique, puisqu'il y a eu beaucoup de reprises en main par rapport à la question du foncier industriel et puis simplement de ceux qui étaient des prédateurs économiques qui ont été interpellés pour les raisons que vous connaissez. Donc tous ces éléments constitutifs, la question évidemment de la corruption, font que le sentiment général des Algériens, c'est soit de l'espoir, évidemment, souvent, soit parfois des doutes, il ne faut pas les perdre de vue, mais beaucoup, effectivement, envie d'y croire parce qu'il y a des mouvements qui sont observables et qu'on ne peut pas dire que l'Algérie aujourd'hui est un pays qui fait du surplace, loin s'en faut. Sa politique nationale économique semble porter ses fruits, sa politique nationale et internationale sur le plan de la fameuse question palestinienne, puis des questions diplomatiques, est largement entendue aujourd'hui par le monde. Donc l'Algérie commence à être une puissance qui compte et je pense que troisième puissance économique algérienne ou africaine aujourd'hui, si jamais les paris sont tenus, si en 2027 on arrive à 400 milliards de PIB au moins, à ce moment-là on commencera à devenir un pays vraiment qui compte dans la région et qui deviendra un espoir sans doute pour le reste de l'Afrique. Très bien. Idriss Sassi, les Algériens ont opté pour la stabilité dans tous les secteurs en plaçant une fois de plus leur confiance en la personne d'Abdelmadjid Tebboune. En effet, c'était un plébiscite. Et donc, nous avions ici, un peu avant les élections, parlé de beaucoup d'attentes des Algériens, et d'espoir en tout cas. Parce que depuis de nombreuses années, en tout cas, nous avons remarqué différentes générations, différentes catégories sociales, comme si que les Algériens s'interdisaient d'avoir de l'ambition pour leur pays. Donc pour une fois, nous avons vu une ambition assumée, et on reviendra tout à l'heure peut-être pour les chiffres. Quand je dis assumée, c'est-à-dire chiffré avec soin. Donc je dirais même qu'on peut faire plus. C'est-à-dire que cette ambition assumée, cet espoir et beaucoup d'attentes, attention, donc c'est un chiffre qui a son poids aussi par rapport au président et donc et bien sûr à l'équipe dans le futur. Et donc tout cela nécessite que cette ambition et cet espoir soient à la hauteur de tout ce qui a cette libération, en tout cas de cette ambition que l'Algérie a pour la région et pour l'Afrique en général. Très bien. Abdelmadjid Tebboune a, dans son discours prononcé donc ce matin, salué le succès de cette élection présidentielle anticipée, qui s'est également félicité de la campagne électorale qu'il a qualifiée de propre, donc qu'il a menée aux côtés des candidats Abdelali Hassani Cherif et Youssef Aouchiche. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. C'est donc un sujet auquel nous reviendrons dans quelques instants. Alors, revenons à présent aux engagements pour lesquels Abdelmadjid Tebboune a été réélu à la tête du pays. Ces engagements, Idriss Sassi, je reste avec vous, sont en majorité des engagements en faveur de la poursuite de la relance de l'économie algérienne. Peut-on aujourd'hui parler de projet de transformation de l'économie algérienne lors de ce second mandat ? Nous avons vu en tout cas le lancement de bases assez solides et inédites par rapport à des sujets qui n'étaient pas faciles. Je parle de l'investissement, je parle d'un assainissement de la manière de gérer l'investissement pour assurer la transparence, la traçabilité et l'équité par rapport à l'acte d'investir. Ça veut dire que durant le premier mandat en tout cas, il y avait un héritage, il fallait montrer la différence entre ce qui se faisait avant et l'après. Donc c'était très important, c'est une revendication populaire qui a été mise en place et elle est bénéfique pour le pays. Donc un investisseur, il est plus sécurisé par rapport à ses bases. Nous avons vu aussi la politique des grands projets. Les grands projets qui ont créé une dynamique, une certaine forme de oser faire quelque chose. Donc l'ouverture des chantiers au niveau agricole, logistique et dans plusieurs autres secteurs, un regard nouveau sur la façon de localiser, en tout cas d'industrialiser, de donner plus de chances et le maximum de possibilités, même si au coût d'un sacrifice, pour pouvoir produire localement. Ça, c'est très important. Maintenant, pour l'avenir, et ce que j'ai vu, que ce soit pour les chiffres de la croissance, par rapport aux sujets qui sont de société, comme le logement, il y a certainement des bases qui vont être très rapidement revues et renforcées. J'en ai toujours parlé, de la nécessité de diversifier les sources de financement. La diversification des partenariats aussi, c'est très important. L'Algérie est un pays souverain.
Donc, souverain de par notre histoire, mais aussi parce qu'on n'a pas de dette, on n'a pas de pression qui va nous guider, qui va nous mener là où voudrait telle ou telle partie. Donc, exactement, c'est une indépendance de prise de décision. Nous avons cette possibilité de diversifier les partenariats, quelque chose qu'on va en parler tout à l'heure. Et donc, il y a des secteurs après clés. Nous sommes un pays de l'énergie. Il faut renforcer ce secteur. Il faut donner donc plus de poids. J'en ai parlé ici à un moment donné. Le gaz, nous devenons un pays consommateur, donc il faut penser à la diversification. J'ai même parlé du nucléaire, des sources, des énergies renouvelables. Et donc, j'ai croisé dans le forum, le dernier pour Chine-Afrique, etc., il y a beaucoup de personnes qui regardent vers l'Algérie. J'ai dit encore, l'Algérie peut devenir un hub important pour toute la région et même pour l'Afrique. Très bien. Badis Khnissa, l'Algérie a aujourd'hui les atouts nécessaires pour rejoindre les pays émergents dans les années à venir et pour être en tête de wagon. Est-ce réaliste selon vous ? Si vous me permettez juste d'abord peut-être donner mes impressions comme les invités sur justement ce serment et ce discours d'investiture qui marque le top départ, je dirais, du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune, un mandat auquel le vote plébiscite du peuple algérien lui a renouvelé sa confiance. Nous avons assisté justement à un serment, je dirais, teinté, comme vous l'avez si bien dit, d'émotions palpables. Le président de la République, c'est ô combien ces moments sont importants, notamment pour renouveler justement son pacte politique, son pacte social, son pacte moral avec le peuple algérien, que ce soit pour ceux qui ont voté pour lui ou pour ceux qui n'ont pas voté, y compris. Donc c'est le président de tous les Algériens, ces moments pénibles et ce moment où justement on a tous les défis à affronter d'une manière consensuelle, mais surtout d'une manière collective. Et puis nous avons aussi assisté à une allocution, je dirais, qui était marquée par la justesse du temps utilisé par le président de la République, comme pour aussi, là aussi, rappeler l'importance du moment et surtout aussi la rigueur que nous avons aussi décelée dans la feuille de route, assez pragmatique, assez inclusive, assez audacieuse aussi, puisque nous parlons d'une transition de l'Algérie nouvelle vers l'Algérie victorieuse, qui ambitionne, dans laquelle le président de la République a effectivement, lors du dernier mandat et le bilan sans équivoque, notamment en matière de renouer avec le peuple, renouer la confiance, mais surtout aussi réconcilier le peuple algérien avec l'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, les Algériens l'ont démontré, illustré à travers cette élection réussie, là aussi où le président a tenu, peut-être dans une chronologie rapidement, de rappeler le succès de cette élection par les candidats eux-mêmes, par la campagne électorale exemplaire, probe, intègre, et aussi par la démonstration démocratique tenue par la Cour constitutionnelle, qui a démontré aussi, à travers un verbatim, à travers une correction, qui devait se faire pour montrer qu'effectivement ces élections sont du sérieux. Donc pour revenir à votre question, effectivement, c'est un agrégat de plusieurs facteurs qui font que aujourd'hui il s'inscrit dans ce deuxième mandat, après un mandat que j'ai qualifié d'un mandat de réajustement, de relégitimation des institutions, de rajeunissement aussi des institutions, notamment le Parlement, mais surtout aussi de donner une tribune, donner une rampe de lancement pour l'Algérie à travers ce deuxième mandat, à travers cette légitimité aussi, que ce soit des élections, des institutions qui sont vent debout, et à leur tête aujourd'hui la présidence, pour donner un élan, donner un continuum dans ce qui a été fait, parachevé par le passé, mais surtout aussi pour donner un nouveau mandat sous le signe, et il l'avait d'ailleurs dit lors du discours, le signe du factuel et non pas des slogans creux, sous les signes de l'État démocratique et non pas des slogans creux, sous le signe aussi des défis collectifs à travers la cohésion nationale, à travers l'unité nationale. Il a fait appel effectivement au peuple pour consentir dans l'effort national, dans ce projet national ambitieux qui doit être porté et par le président et l'exécutif, mais également par extension par le peuple algérien. Donc je pense que beaucoup de défis multidimensionnels, que ce soit internes ou régionaux ou même internationaux, comme il l'a aussi démontré dans son plaidoyer de projet ambitieux pour l'Algérie victorieuse. Mais encore une fois, plusieurs jalons ont été parachevés, plusieurs jalons ont été initiés, y compris aussi l'aspect économique que vous avez évoqué tout à l'heure, et je pense sur lequel va s'articuler plusieurs sous-projets ou sous-programmes notamment, puisque vous l'avez dit, l'économie, la diversification économique n'est pas qu'un slogan creux. L'Algérie a démontré qu'effectivement,
elle a su sortir justement de cette rente hydrocarbures et avec des projections ambitieuses, et j'entends bien pragmatiques aussi, que je rappelle, et à travers la diversification, ça a été rappelé par la production agricole, le président de la République ambitionne de faire de l'Algérie une Algérie manufacturière, exportatrice, tournée vers le monde, ouverte vers les autres marchés, mais encore une fois sans pour autant, je dirais, renier en tout cas ses intérêts ou renier ses principes fondamentaux, à savoir le caractère social qui caractérise l'ADN de la politique algérienne. Donc, en résumé, Badis Khnissa, l'Algérie dispose de ses atouts nécessaires donc, pour qu'elle puisse rejoindre ces pays émergents. Écoutez, plus que des atouts, ça a été démontré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle déjà le capital humain, qui a été ô combien démontré en interne, mais aussi à travers la communauté nationale établie à l'étranger. Nous avons des atouts, notamment géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques. Nous avons démontré que non seulement l'Algérie est un allié fiable, mais aussi un allié pérenne et sérieux, notamment en matière d'énergie. Rappelez-vous les contrats d'approvisionnement en matière de gaz dans un hiver assez froid à l'époque, où l'Algérie a su tenir ses promesses. Donc l'Algérie se diversifie aujourd'hui. L'Algérie aussi entend être écoutée, notamment à travers l'adhésion, notamment récemment dans la banque du BRICS, mais pas que. C'est-à-dire, elle est dans un monde multipolaire, un monde aussi multilatéral dans lequel elle compte jouer à travers ses atouts, à travers ses avantages, à travers aussi son attractivité, qu'elle soit dans l'investissement économique, culturel, touristique et autres. Et l'Algérie, encore une fois, s'ouvre au monde. Et je pense, là, je rends hommage aussi à notre communauté qui joue en première ligne le rôle d'ambassadeur pour faire rayonner cette Algérie, pour la rendre beaucoup plus attractive, mais surtout aussi pour renouer avec l'ambition et l'audace que le président de la République veut aujourd'hui retranscrire à travers une feuille de route, une feuille de route aussi qui exige une intelligence collective, qui exige, je dirais, l'engagement de tout un chacun à son niveau pour pouvoir concrétiser, illustrer cette Algérie et surtout continuer à pas sûr à défendre ses acquis, défendre ses ambitions, mais aussi ses rêves qui sont devenus de plus en plus réalité palpable sur le terrain. Très bien, merci Badis Khnissa. Alors messieurs, avant de poursuivre le débat, je vous propose de faire plus ample connaissance avec notre président. Le portrait est signé Asma Laïd. Réélu pour un second mandat lors de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, avec 84,30% des voix exprimées, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a prêté serment pour un second mandat mardi 17 septembre au Palais des Nations. Né le 17 novembre 1945 à Mchria, dans la wilaya de N'Ama, le président Abdelmadjid Tebboune a eu un long parcours politique. Diplômé en 1969 de l'École nationale d'administration en économie et finances, il débute sa carrière professionnelle dans le chef-lieu de la wilaya de Béchar. Il poursuit son parcours qu'il a entamé comme administrateur puis chargé de mission avant d'être promu au poste de secrétaire général de la wilaya de Djelfa en 1974, muté en 1976 dans la wilaya d'Adrar au même poste, puis dans la wilaya de Batna en 1977 avant d'occuper la même fonction dans la wilaya de Msila en 1982. Par la suite, Abdelmadjid Tebboune occupa le poste de wali respectivement dans les wilayas d'Adrar, Tiaret et Tizi Ouzou. En 1991, il est nommé ministre délégué chargé des collectivités locales, puis ministre de la communication et de la culture en 1999. Arrive 2001 où il a été nommé ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. En 2012, le même portefeuille lui est confié avant d'occuper en 2017 le poste de ministre du Commerce par intérim. Le 24 mai 2017, il est nommé Premier ministre de la République algérienne. Le 12 décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune se présente pour la première fois aux élections présidentielles, un scrutin qu'il remporte haut la main. 5 ans plus tard, les Algériens lui accordent une nouvelle fois leur
leur confiance et l'élisent avec 84,30% des suffrages. Voilà donc pour ce qui est du portrait du président de la République. Retour à présent sur le discours qu'il a prononcé ce matin au Palais des Nations. Il a salué, je le disais tout à l'heure, cette élection présidentielle anticipée qui s'est donc et s'est aussi félicité de la campagne propre qu'il a menée aux côtés des candidats Abdelali Hassan Cherif et Youssef Aouchiche. On l'écoute. إن الأمانة التي أستمر في حملها بوفاء لثقة الشعب وإخلاصا للوطن والعهدة الثانية الذي يقع مجددا على عاتقي بتفويض وثقة منكم في هذه المرحلة الحساسة لما يميزها من تحديات على المستوى الداخلي والصعيدين الإقليمي والدولي. إن تلك الأمانة وذلك العهد يدعواني في هذه المرحلة لشحذ العزائم وحشد القدرات من أجل تعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية، وهي إنجازات ومكاسب واضحة لا يخفيها نكران ولا يحجبها تدليس. Abdelkader Soufi, quelle lecture peut-on faire de cet aspect? En fait, c'est très important. Donc, ce qu'on peut retirer du discours dans sa globalité, c'est cette intention de vouloir atteindre l'excellence. Ça veut dire placer l'Algérie en tant que pays émergent. Pour ce faire, il veut faire de l'Algérie un pôle attractif et à la fois un pivot. Pour pouvoir réaliser tout ça, le plus important passe par l'intérieur du pays, d'abord. Pourquoi? Parce qu'on ne peut être attractif que si on a le moyen de l'être, sur le plan économique et sur le plan stabilité et sécurité. Là, le front intérieur, il le sera grâce aux actions qui sont déployées, mais qui ont un résultat double. D'abord, promettre la création de 20 000 startups, qui sont déjà aujourd'hui à 8 000, mais aussi à arriver à attirer l'équivalent de 20 000 investissements étrangers. Cela veut dire que nous allons dans le sens à pouvoir créer de la richesse intérieure, ce qui forcément va développer la capacité d'élever les rentrées du PIB et permettre justement à l'État de ne plus être dépendant totalement de la rente pétrolière. Ensuite, donc, le plus important, c'est de pouvoir rassembler toutes les forces vives et actives en Algérie et à l'extérieur de l'Algérie. D'ailleurs, je pense que le message est très bien passé à l'extérieur. D'ailleurs, la diaspora, c'est la première fois, elle a non seulement voté massivement, mais aussi elle a démontré la faculté de la conscience à laquelle est arrivée, et l'exemple est là avec nos amis, vos deux invités, qui sont déjà, qui en font partie et qui peuvent être l'exemple palpable là. Ensuite, donc arriver à ce titre-là passerait éventuellement et nécessairement par une puissance du front intérieur et par une économie totalement indépendante. Les ingrédients de la réussite sont là, il faut savoir les mélanger pour avoir une économie intégrée. Nous avons l'énergie, Dieu merci, on en a, et on a besoin de développer les autres techniques et moyens de l'énergie, comme le disait Dr Cécile, éventuellement les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, et nous avons aussi pour cela l'ingrédient. Donc nous n'avons pas
à l'importer. Ensuite, les gisements, les terres rares, il y en a. La main-d'œuvre, il y en a. La technicité, il y en a ici en Algérie et ailleurs. On a besoin d'avoir d'excellents partenariats en matière de transfert de technologie, ce qui fait que la force et la puissance d'un État passeraient par la richesse ou la création de la richesse. D'où la richesse est le vecteur de la puissance et de la force. La puissance est aussi le vecteur de la création de richesse. Dieu merci, aujourd'hui, l'Algérie a su, et d'ailleurs d'une façon, j'allais dire, très, très ingénieuse et astucieuse, se retourner vers d'autres cieux, ne plus regarder que vers le nord. D'ailleurs, les accords avec l'Union européenne nous ont été souvent, j'allais dire, désavantageux, alors qu'il y a le marché africain qui est prometteur. Je ne le dirai jamais assez, c'est un marché qui vaut 3 500 milliards de dollars de PIB. Il y a d'autres marchés, le marché des deux Amériques, de l'Asie, du Moyen-Orient, et on passe. D'ailleurs, l'exemple est là. Nous avons vu qu'un produit algérien qui est venu d'Oran et qui a envahi le marché européen, et là, nous avons pu constater la géométrie variable des Européens ou de l'Union européenne avec le produit algérien. D'ailleurs, les tests ont démontré qu'il était meilleur que beaucoup de produits occidentaux, sauf qu'on lui reprochait la qualité de son lait, et le lait du produit algérien est importé de France. Là, la question n'est plus seulement dans la qualité, mais le travail des coulisses et comment s'y introduire dans les marchés. Si le marché européen nous est fermé, nous en avons beaucoup d'autres. Pour finir, que ce produit-là, c'est un produit hors hydrocarbures, et que le domaine de l'agriculture, qui est un domaine créateur aussi de richesse, peut permettre aux partenaires privés algériens, aux partenaires étrangers aussi ici en Algérie, de créer la richesse nécessaire à mettre l'Algérie à l'abri des chocs pétroliers et des chocs des crises énergétiques. Très bien, merci Abdelkader Soufi. Mesdames et messieurs, restez avec nous, nous revenons dans quelques instants. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, c'est donc une émission spéciale dédiée à l'investiture du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Je me tourne à présent vers mes deux invités, membres donc de la diaspora, vu que vous évoquiez tout à l'heure, Abdelkader Soufi, cette diaspora, nos Algériens établis à l'étranger, plus précisément donc en France. Badis Khnissa, qu'en est-il donc de cette diaspora algérienne ? De ces Algériens établis à l'étranger, notamment en France, le chef de l'État vous a tendu la main durant son premier mandat. Vous représentez aujourd'hui une richesse à ne pas négliger. Badis Khnissa n'est plus avec nous. Gamal Abina, je me tourne vers vous pour cette question. Est-ce que vous l'avez entendue ou est-ce que vous voulez que je la répète ? Non, j'ai très bien entendu. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc là, oui, il a parfaitement compris, le président, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est bien de le rappeler dans votre documentaire, est un diplômé de l'ENA, donc c'est pas un militaire, et surtout c'est quelqu'un qui a une spécialité dans l'économie et dans la finance. Donc il a très bien compris l'importance non seulement de faire appel à ces forces vives de la nation en intérieur, et aux 20% d'Algériens qui sont établis à l'étranger. Parce qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, l'Algérie est un pays qui est immense, vous le savez, premier pays en superficie africain, premier pays arabe en superficie aussi. Ensuite, c'est un pays qui a des richesses considérables, peu exploitées, mais ça commence enfin. Et surtout, c'est un pays qui a des ressources à l'extérieur qui peuvent être conjuguées avec le talent des Algériens de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des idées à l'extérieur, on apporte peut-être une perspective nouvelle qui, avec les formations de haut niveau qui sont actuellement produites en Algérie, permettent d'espérer effectivement une véritable complémentarité qui devient une synergie. 1 + 1 = 3. Et donc, quand il fait appel à la diaspora, ça me rappelle par bien des égards ce que faisait Saddam Hussein dans les années 70, quand il a fait appel à la diaspora. Le pays était rural, donc l'Algérie n'est pas dans ces conditions, mais tout de même, c'est un pays très rural qui, en moins de 10 ans, grâce au concours des gens formés à l'extérieur, a pu ramener le pays à un niveau élevé. Et bien là, l'appel du président qui a été entendu, je ne vous cache pas, c'est un appel qui donne le sentiment que tout est possible dès lors qu'on fait en sorte de réinvestir sur le territoire, de faciliter l'investissement.
Là, j'ai un petit écho, malheureusement, je vous entends. Ah oui, donc, j'entends un écho là. Donc voilà, par rapport à ces questions-là, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a une responsabilité. Moi, je sais que mon père, quand il est arrivé en France, il a dit on est venu pour un temps, pour apporter non seulement la force de notre travail, apporter ce qu'on sait faire, se former, puis revenir chez nous en Algérie, parce qu'il a toujours dit on est chez nous en Algérie. Et ça, c'est quelque chose qui est entendu, et j'ai vu beaucoup, quand j'ai fait mon voyage en Algérie, beaucoup de gens de la diaspora qui viennent de France, qui se sont installés parce qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, un attachement au pays viscéral, ensuite et surtout parce que les conditions en France se dégradent, parce qu'il y a une véritable algérianophobie, j'ose le mot, quelque chose effectivement d'inquiétant, où vraiment on sent qu'il y a une haine qui se développe autour de l'islam, mais c'est les Algériens qui sont visés, et en même temps parce que effectivement les opportunités d'investissement de l'Algérie sont ouvertes, qu'on peut arriver avec beaucoup de perspectives, et ne jamais perdre une chose importante de vue, c'est que l'Algérie a des avantages comparatifs incomparables. C'est un pays qui est immense par sa superficie, c'est un pays qui est immensément riche de par ses hydrocarbures, donc une énergie abondante. C'est un pays qui effectivement a un grand foncier industriel disponible aujourd'hui, et puis c'est un pays qui est en construction, donc les 30 glorieuses et 40 glorieuses sont devant nous. Et bien ça, les gens de la diaspora l'ont identifié, et comme moi d'ailleurs, font cet effort de vouloir investir chez eux, parce qu'effectivement, on a eu tendance à oublier que l'Algérie, ça reste notre pays, quoi qu'il arrive. Très bien. Idir Sassi, vous rejoignez un petit peu les propos de Gamal Abina. Comment est-ce que les Algériens de la diaspora donc, peuvent contribuer à l'économie nationale aujourd'hui ? Les Algériens, d'où ils sont déjà la force vive de ce pays continent. Et donc, c'est un atout majeur. C'est un atout majeur depuis très longtemps. La guerre de libération, donc à tous les rendez-vous, la diaspora a joué un atout majeur. Et la diaspora a cet avantage d'apporter toujours un regard nouveau, un regard neuf, authentique. Donc, qui nous rappelle un petit peu qu'est-ce qui est l'essentiel, parce qu'on a tendance des fois à se perdre, à oublier quelques repères, et eux qui vivent un peu partout, ils n'oublient pas en fait. Et c'est très important ça sur le plan moral. L'Algérie est un pays qui doit absolument renforcer ses capacités. Le renforcement des capacités, on parlait de la diversification de l'économie, mais diversifier, que ce soit des sources de financement, avoir des capacités pour pouvoir faire face à ces grands projets. Parce qu'aujourd'hui, on a beau faire des plans chiffrés à des milliards, mais il faut être capable après, à la fin de l'année, de dire qu'on est arrivé à 90%. Et non pas à la moitié ou moins de la moitié. Donc, renforcement des capacités. Et donc, l'Algérie a besoin de tout le monde. Et je dirais aussi qu'au-delà de la diaspora qui peut apporter quelque chose pour le pays en interne, c'est une force aussi, la diaspora. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui avoir un listing de nos meilleurs experts que je peux orienter vers d'autres pays africains. C'est le soft power. Ça veut dire si j'ai demain 100 ingénieurs agronomes, je vais utiliser 50 chez moi. J'ai des pays avec lesquels j'ai des conventions d'assistance. Je peux orienter cette force, cette connaissance vers d'autres pays. Et c'est un moyen d'influence, et non pas un moyen d'influence au sens péjoratif du terme, mais c'est aussi aider, c'est stabiliser. L'Algérie a toujours été un pays qui a prôné donc le développement économique comme facteur de stabilité pour, en tout cas, au moins l'Afrique. C'est un excellent moyen aussi de contrer le chômage des cadres ici formés en Algérie. Exactement. Et qui sont en train de, j'allais dire, d'être exploités gratuitement par des pays tierces. Très bien. Badis Khnissa est de nouveau avec nous. Badis Khnissa, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, 5 sur 5. Alors, Badis Khnissa, les Algériens établis à l'étranger, notamment ceux en France, se sont fortement mobilisés lors de la campagne électorale, mais aussi lors de l'élection présidentielle. Se sentent-ils aujourd'hui plus que jamais impliqués dans la vie politique algérienne ? Je pense que plus qu'impliqués, la communauté nationale établie à l'étranger depuis quelques années déjà, et à travers peut-être aussi le bilan assez élogieux en sa faveur, en tout cas par le président de la République, mené par des mesures concrètes, parfois même historiques, on peut en citer pas mal, mais toujours est-il, ce qui a, je dirais, renforcé les passerelles de confiance, renoué aussi cet attachement viscéral. La communauté, plus qu'impliquée, elle est intégrée à l'équation de développement, et le président de la République l'a à maintes reprises rappelé dans plusieurs, notamment rencontres, dans plusieurs aussi discours, où d'abord, elle est partie prenante de ce développement de l'Algérie, de protéger ses acquis, d'être aussi des fers de lance de son développement, mais aussi comme, je dirais, un allié stratégique, justement, en première ligne, comme les premiers ambassadeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, où
ils permettent effectivement de faire rayonner l'image de l'Algérie, de la rendre beaucoup plus attractive à travers des actions structurées, encadrées, mais surtout des actions qui défendent toujours l'intérêt de la nation. Donc, et c'est pourquoi aussi le président de la République a beaucoup travaillé sur ce chantier qui est l'intégration de la communauté nationale, elle qui de tout temps a accompagné l'Algérie tant au moment des joies qu'aussi au moment des drames. Je rappelle la crise du Covid, la crise les feux, les incendies en forêt, mais je reviens peut-être dans une chronologie beaucoup plus antérieure, notamment les porteurs de valises de la 7e wilaya qui sont devenus aujourd'hui des porteurs de projets et des porteurs d'espoir et d'ambition et de rêves. Donc je pense que le canal qui a été mis en place par le président de la République, qu'il faut aussi renforcer, consolider et même, je dirais, accroître davantage pour qu'il soit aussi à la hauteur de la matière grise et des forces vives et de l'énergie débordante et constructive qu'il y a en face. Et la communauté n'attend que cela, et elle est disposée depuis des années, elle le démontre sur plusieurs secteurs, notamment on a parlé des startups où il y a cette ambition d'aller vers 20 000 startups avec pourquoi pas demain voir émerger une licorne algérienne dans le monde, mais cela aussi se joue par le fait que notre communauté, par tant sa quantité aussi sa qualité, qui fait le bonheur de certains pays, peut aujourd'hui, sans sourciller, revenir, encore une fois, à travers des canaux, à travers des leviers factuels. On revient aussi sur l'investissement et la loi de l'investissement, qui a favorisé aussi, notamment, nos compatriotes à l'étranger pour mieux faciliter leur retour, leur investissement, un investissement qui soit d'ailleurs financier, pécunier, mais aussi un investissement de temps, de savoir-faire. Moi, je prends toujours l'exemple des usines de dessalement, mais aussi des startups qui sont devenues, au fil des années, une technologie 100% algérienne. Donc, le capital humain est assez important, est assez stratégique, est assez aussi, je dirais, diversifié. Bon à nous, aujourd'hui, des deux rives, en tout cas la communauté, mais aussi les autorités, le président de la République l'a bien compris, de renforcer cet espace d'expression, cet espace d'action, et surtout aussi, je dirais, renforcer ce sentiment de fierté d'appartenir, chose qu'on voyait de moins en moins, surtout à travers la 3e, 4e génération, qui, d'ailleurs, ça a été dit par Gamal Abina, connaît peut-être parfois une crise identitaire, connaît aussi une crise de rejet, notamment dans leurs sociétés respectives, y compris la France aujourd'hui à travers une extrême droite dévergondée. Donc je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de réfléchir davantage et d'aller en profondeur dans ce qui a été déjà mené par le président de la République pour le consolider, le capitaliser les performances qui ont été mises en place pour, encore une fois, faire sentir que la communauté est parfaitement intégrée, qu'elle est parfaitement aussi partie prenante de cette équation de développement, mais aussi de sécurité, puisque l'équation sécuritaire est prime. Le président de la République l'a rappelé lors de son discours, où ces enjeux multidimensionnels, y compris sécuritaires, quoi de mieux que le lobbying algérien, l'influence, le soft power algérien, pour exercer positivement, encore une fois, le rayonnement de l'Algérie, mais surtout aussi pour défendre ses intérêts, pour promouvoir son image, pour promouvoir sa culture aussi et la protéger des hold-up culturels que nous avons pu apercevoir par le passé. Donc il y a quand même une dimension assez importante, il y a un challenge, il y a des enjeux que la communauté mesure déjà et qu'elle a déjà exprimé sa pleine et entière disposition et engagement pour pouvoir y parvenir collectivement en complémentarité avec nos frères et sœurs sur le territoire algérien. Gamal Abina, je vous ai vu acquiescer tout à l'heure. Assiste-t-on aujourd'hui à un sursaut patriotique pour donc cette diaspora, pour vous finalement ? Oui, tout à fait, parce que moi, j'ai jamais eu ce problème-là, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une sorte d'apathie un petit peu de la population algérienne en France. Ils avaient le sentiment qu'ils étaient plus ou moins algériens. On entendait des paroles assez ridicules, comme je posais parfois la question à les Algériens, de quelle origine tu es ? Réponse français. Après, j'insistais, tu veux dire l'origine de mes parents ? Et là, on sent vraiment qu'il y avait vraiment une désagrégation de ce lien qui, aujourd'hui, et c'est rassurant, on le voit, on l'observe vraiment de façon incroyable, ne serait-ce que par le sport. Vous voyez bien que tous les sportifs français, algériens, franco-algériens, choisissent leur pays d'origine. Pas pour des raisons financières, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'attachement viscéral à sa nation. Puis surtout, on voit bien récemment avec l'histoire de la pâte à tartiner, je sais pas si on peut donner le nom, ça a été un phénomène massif d'influenceurs non seulement algériens, on le savait déjà, au-delà même, qui ont dit le produit algérien est un bon produit, mangez, consommez, vous allez vous régaler. Et ça a tellement marché qu'en face, ils ont craint ce phénomène parce que si on l'a fait pour une pâte à tartiner, nous, les ambassadeurs de l'Algérie à l'extérieur, on peut être autant de commerciaux et d'ambassadeurs et de soft power.
en faveur de l'Algérie, que nous sommes nombreux. On est 6 à 7 millions, c'est considérable. Et bien ça, c'est quelque chose qui a fait corps. On a vu qu'il y avait une force de frappe qui était clairement sur la question économique, puisqu'on parle beaucoup d'économie. Cette force de frappe qui s'est présentée, qui a posé problème à l'extrême droite, ça on le sait, qui a posé problème aux concurrents de cette fameuse pâte à tartiner, qui a posé problème à l'Europe, qui nous a pris pour un déversoir pendant 20 ans de produits manufacturés européens et qui aujourd'hui voit qu'il y a un retour dans l'autre sens, ce qui est de bonne guerre, de produits algériens fabriqués, parce que la politique nationale, c'est de dire, d'ailleurs c'est un discours célèbre qui va rester célèbre dans les annales de M. Tebboune en 2017 à la radio chaîne 3, lorsqu'il a dit nous apportons 17 millions de dollars de chewing-gum, nous apportons 200 millions de dollars de je ne sais quoi, enfin tout un tas de produits qui n'étaient pas nécessaires, non pas des produits de première nécessité, alors qu'on peut les fabriquer en Algérie. Et bien aujourd'hui, j'ai eu moi j'ai eu cette joie de constater quand je vais dans un centre commercial algérien, quand je vais dans un hanout, je vois quoi? Je vois des produits algériens pour 70% d'entre eux. C'est-à-dire que notre capacité à produire algérien est réelle, et j'ai eu la chance et la joie aussi de constater que c'était pas des produits de mauvaise qualité. On mange pas du chocolat qui a un goût de lessive, on mange du vrai chocolat, on mange de vrais yaourts, on mange de vrais gâteaux. Donc l'Algérie a eu un saut qualitatif en termes effectivement de production de produits, mais surtout, et je le répète, on a un avantage comparatif parce que l'énergie pas chère, coûts salariaux relativement bas, même si ça doit augmenter, qui font qu'effectivement, si on est capable, nous, à l'extérieur, d'être des agents, des représentants des produits algériens pour les vendre, pour devenir des commerciaux algériens, pour rétablir des commerces algériens à l'extérieur, on deviendra une vraie force de frappe et on sera interactif avec notre pays. Très bien, merci Gamal Abina. Alors avant de revenir sur le bilan du président de la République, je voudrais vous poser une dernière question à vous et à Badis Khnissa, toujours dans votre rôle donc de représentant de la diaspora algérienne. Donc nous le disions, la diaspora c'est une richesse à ne pas négliger pour l'Algérie et pour son économie. Mais si on devait poser la question dans l'autre sens, qu'attend finalement cette diaspora aujourd'hui de l'Algérie? Je commence avec vous, Badis Khnissa. Je pense que la diaspora, depuis des années, n'est pas dans l'attentisme. Elle est au contraire, elle est disposée, elle est engagée, elle est justement, je dirais, ouverte aux actions. Et d'ailleurs, au lendemain du message et des signaux forts qui ont été émis par le président de la République, elle a tout de suite répondu présente, puisque ça a été dit, il y a quand même une certaine maturité en matière de comment structurer les plans d'action, comment avoir une approche pragmatique et stratégique, peut-être en dupliquant leurs propres expériences dans les pays respectifs dans lesquels ils vivent. Donc, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques qui sont déjà acquises en matière d'expertise. Donc, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, et je côtoie beaucoup de nos compatriotes, si on pourrait dire ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est plus, encore une fois, être à la hauteur, mais surtout à la dimension de cette force positive, cette force de construction massive qui est la communauté nationale, pour lui donner tous les canaux, tous les leviers, et surtout aussi tous les vecteurs de marge de progression pour qu'elle puisse s'exprimer à sa juste valeur et surtout être cette valeur ajoutée tant attendue pour notre État, pour l'État-nation. Je pense que le président de la République, encore une fois, je me répète, quand il qualifie cette communauté nationale, nos compatriotes, d'alliés stratégiques, mais surtout aussi de vecteurs de développement qu'on doit parfaitement et impérativement intégrer dans l'équation de développement, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est pour dire qu'effectivement, il mesure l'importance, il mesure le poids de cette communauté, qui plus est une communauté qui, encore une fois, est dans une tendance d'impatriation et non plus d'expatriation. Elle souhaite revenir au pays source, aux racines, pour qu'elle puisse prendre part, et c'est ce que j'entends ici et là par nos compatriotes avec fierté et dignité et honneur, prendre part à l'édification, à la construction consensuelle dans l'unité nationale et la cohésion nationale, dans laquelle cette communauté va jouer pleinement son rôle, qui lui revient encore une fois, sans fléchir, et encore une fois avec fierté, puisqu'on le voit, ça a été dit par cette promotion de semblant de VRP qui promeut les produits algériens, mais pas que, c'est-à-dire aussi l'expertise technique dans laquelle ils s'inscrivent aussi, dans laquelle ils pourraient apporter. Je reviens sur le secteur des startups où j'ai accompagné beaucoup de jeunes algériens ici, qui ne voyaient plus d'avenir dans les pays respectifs dans lesquels ils vivaient et qui voyaient par contre je dirais une trajectoire positive, une trajectoire d'espoir, notamment en Algérie, dans laquelle, et d'ailleurs, au bout du premier, deuxième voyage, ils reviennent avec plein d'idées la tête, plein d'ambitions et surtout plein de, je dirais, stéréotypes, faux stéréotypes qui ont été peut-être
je dirais, promu ici et là par justement les ennemis de le développement de l'Algérie. Donc, cette jeunesse, encore une fois, qui s'inscrit aussi dans une démarche à pas sûr, dans une trajectoire aussi structurée, qui veulent, encore une fois, jouer pleinement leur rôle aux côtés de nos concitoyens en Algérie, mais aux côtés aussi du président qui leur a déroulé le tapis rouge, qui leur a tendu la main depuis quelques années déjà. Gamal Abina, vous rejoignez les propos de Badis Renissa? Oui, je peux répondre clairement à votre question. D'abord, au départ, on attend d'abord que notre pays réussisse, mais il n'y a pas que ça. Il faut une approche particulière de l'Algérien, parce qu'au sens large, hein, donc pas seulement la diaspora, on est devenu, parce que la France est restée trop longtemps, individualiste. C'est une réalité. On a été fort et on a été très solidaire dans la misère, mais dans la réussite, on a du mal. Et moi, je pense que ce que les Algériens attendent avant toute chose, c'est une réussite collective. On prend l'exemple, par exemple, je vous donne un exemple très concret, ça va vous parler tout de suite, le film La Dernière Reine. Oui. Damien Ounouri, qui est franco-algérien, vraiment, pour le coup, réellement franco-algérien, vient en Algérie, rencontre Adila, je crois qu'elle s'appelle Adila, la co-réalisatrice, et ils font un film de Adila qualité internationale. C'est ça, excusez-moi, j'oublie son nom de famille. Donc, vraiment une belle équipe. Ils ont conjugué leurs talents. Le résultat, c'est un film de qualité qui nous a vraiment rendu fiers, qu'on a vu fièrement. Et il a été vraiment le prix d'assaut dans les peu de cinéma où il était diffusé en France. Ça s'est multiplié. Il y a eu un engouement sur un film. Donc ça veut dire que quelque part, on crée du lien et on crée de la qualité. Et j'ai envie de dire simplement ce que je dirais, si vous me demandez vraiment ce qu'attendent les Algériens, ce qui est mon problème aussi, hein, mais c'est une question qui s'est posée. J'ai lancé de nombreux appels à la radio, à la télévision, pour que les Algériens investissent. Et à chaque fois, je suis contacté, les gens me demandent toujours la même chose. C'est pas qu'ils ne veulent pas investir, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Je pense qu'il faudrait faire un bureau unique d'investissement dans chaque consulat, pour simplifier les démarches administratives, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas bien le pays, pour beaucoup n'ont jamais mis les pieds, et souvent ont une idée du pays qui a 30 ou 40 ans, et qui, lorsqu'ils ont cette démarche d'investissement productif, je parle de choses positives, pour apporter leur pierre à l'édifice, se trouvent un petit peu bloqués parce qu'ils ne savent pas comment faire. Les banques ne sont pas encore en place en France, ça va arriver, j'espère. Les moyens de créer du lien avec l'administration sont difficilement concrets, ils ne sont pas palpables. Donc ce que demandent les Algériens, c'est d'abord évidemment que le pays réussisse, qu'eux-mêmes réussissent, et moi je les encourage, mais surtout qu'on puisse faciliter l'acte d'investissement. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été conduites, il y a eu beaucoup de volontés effectivement inclusives qu'on a pu observer récemment, mais ce que je peux vous garantir, c'est que moi ce qui me rassure, c'est que autant ma génération, il y avait une sorte de désamour qui s'est installé, autant la nouvelle génération, je ne vais pas te donner tous les noms, mais d'influenceurs, Coach Larage ou Foudil M, pour prendre deux exemples dont je peux vous parler, sont à fond sur l'Algérie, à fond pour l'Algérie et investissent dans l'Algérie parce qu'ils veulent y croire. Donc ce qu'on espère, c'est à la fois une réussite de notre pays, un retour sur investissement et une élévation pour tout le monde. C'est un peu ça l'idée qu'on a à l'esprit et c'est un peu ça que j'ai moi-même à l'esprit, je ne vous le cache pas. Très bien, merci Gamal Abina. Merci à vous également, Badis Renissa, de nous avoir fait part de votre ressenti, donc vous deux, en tant que membres de la diaspora algérienne, donc établie en France. On poursuit cette émission avec le bilan du premier mandat du président de la République. Le chef de l'État s'engage à présenter devant le Parlement le bilan économique et financier de son premier mandat. On l'écoute et on en parle après. Inch'Allah, تكون لي فرصة في آخر سنة أمام البرلمان أن أعطي تفاصيل كل التفاصيل فيما يخص هذه الأرقام وفيما يخص العمليات المقبلة وفيما يخص الحوصلة الاقتصادية والمالية نتاع العهدة الأولى. Idriss Sassi, c'est un bilan positif a priori? C'est froidement, honnêtement, si on regarde d'où il est parti ce bilan. Donc on était en 2019, il y avait une forme d'anarchie totale. Oui. Donc il y avait une emprise sur l'économie par des oligarques. Il y avait carrément un risque de délitement, un risque majeur pour le pays. Et quand je dis ça, je pense que les Algériens, dans toutes leurs composantes, avaient cette responsabilité, cette conscience de devoir donner une chance donc, à quelqu'un qui allait travailler pour stabiliser, pour justement ne plus voir émerger ce genre de pratiques qui ont mis en péril les institutions de l'État. Donc, un travail pareil n'est pas facile. Donc, quand on réforme des lois qui touchent à des intérêts, à des lobbies, à tout ça, donc ça crée des blocages. Et puis, il faut négocier, il faut être dans le rassemblement. D'ailleurs, le président l'a rappelé il a appelé un dialogue, donc un rassemblement. Donc, il faut renforcer le front interne pour les années à venir, et donc pour sortir définitivement de cette phase. Et donc, tout cela a nécessité beaucoup de travail passion et très certainement
très bénéfique pour l'avenir. Donc moi, je reviens toujours à parler de tout cela, de tout cet écosystème et de cette nouvelle phase qui a été menée à terme. Mais on rentre maintenant dans la phase bénéfique de cette étape, qui est la mise en application. C'est-à-dire maintenant, c'est l'exécution. Donc j'ai entendu avec intérêt ce que disaient les uns des intervenants pour la diaspora et puis même notre ami ici sur le plateau. L'Algérien, je pense que les Africains en général, ils ont compris, il ne faut plus être naïf. Donc quand on a de l'ambition, on veut exporter, on veut faire des choses, on va très certainement bousculer des intérêts. Donc c'est une leçon pour cette pâte à tartiner. C'est une leçon que dans l'avenir, si on a quelque chose qui va intéresser, il est tout à fait normal d'avoir des lobbies, que ce soit à Bruxelles ou à Paris ou ailleurs. Il ne faut pas s'affoler. Donc c'est une leçon. Il faut dorénavant faire les choses de façon plus pragmatique et jouer le jeu. C'est comme ça. Il faut être pragmatique. J'ai vu que nous avons beaucoup d'ambition pour l'export, mais en même temps, nous avons un ministère du commerce qui est du commerce et il s'occupe aussi de la promotion de l'export. Sauf que les fonctionnaires qui s'occupent de la promotion de l'export sont occupés à enregistrer les importations. Donc j'ai toujours plaidé pour que le mot investissement soit lié au mot export. Quand on parle investissement, on parle export. Parce que demain, il faut connaître nos propres capacités. Ça veut dire, nous sommes quand même un grand marché avant de penser export. Donc il faut que j'ai la vision sur ce que je peux faire. Je peux attracter. Quand je fais un salon pour dire voici le produit que je fais, je veux exporter, j'attracte aussi pour investir. Il faut que ça soit intégré. Le mot investissement et export doivent être liés. Et les actions ne doivent pas être des actions improvisées. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des lobbies, il faut se préparer. Donc je pense que dans l'avenir, en tout cas, l'ambition d'exporter, on va même dans des domaines poussés, comme le médicament. Et le médicament, je dirais même, ce n'est pas péjoratif, égale lobby, donc dans beaucoup de domaines. Donc il faut s'attendre à des guerres de parts de marché, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut être à la hauteur de cette ambition. Ça a commencé, donc il faut tirer les leçons. Et dans l'avenir, en tout cas, moi je suis certain que, en tout cas, la base légale, l'environnement et la volonté politique est prête pour que cette ambition soit menée à bout. Très bien. Avant de revenir vers vous, Abdelkader Soufi, permettez-moi tout d'abord de remercier Badis Khnissa d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Badis Khnissa, on vous libère. On sait que vous êtes très occupé et que vous avez d'autres engagements. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Merci, au revoir. Au revoir. Abdelkader Soufi, est-ce qu'aujourd'hui, il faut justement se préparer à ces lobbies dont nous parlait à l'instant Idriss Sessi? Je pense que je vous le disais tout à l'heure. Et d'abord, je dois sauter sur la question à laquelle est-ce que le bilan est positif. Moi, je dirais que le terrain est fertile. Donc, pour avoir atteint la fertilité du terrain pour pouvoir quelque chose, ça ne peut être que quelque chose de positif. Ou tout ce que nous pouvons implanter aujourd'hui donnera ses fruits. Nous savons que la diaspora algérienne, par exemple, à l'extérieur, économiquement, elle est puissante. Intellectuellement, elle est aussi importante, sinon je dirais aussi puissante et un peu partout à travers le monde. Capable de créer des investissements, capable de faire un transfert de technologie, mais surtout capable de faire du lobbying. Et c'est ce qui, justement, nous manque à l'étranger. C'est que, je pense que c'est Gabina qui le disait. Abina, voilà. Nous sommes solidaires dans la souffrance, mais individuels peut-être dans l'aisance. Oui. Eh bien, l'aisance, aujourd'hui, doit nous réunir. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, moi je vais vous dire, la force des États-Unis d'Amérique, c'est qu'ils ont pu créer une loi autour du lobbying. Ils ont la loi du lobbying et ils ont créé cette force qui peut assurer les intérêts des États-Unis d'Amérique un peu partout à travers le monde. Je crois que M. Sessi parlait du lobbying, du médicament. Les États-Unis d'Amérique feront la guerre pour le tabac, feront la guerre pour le pharmaceutique, ils le feront
pour l'énergie, ils le feront. Ouais, oui. Voilà. Voilà. Et ils le font pour, j'y arrivais, pour la Silicon Valley. Donc, nous, on a le moyen de pouvoir défendre nos intérêts à l'étranger parce que nous avons l'essentiel, c'est la ressource humaine. Et cette ressource humaine, elle est dotée de la faculté de puissance économique et de la faculté de la puissance technologique et intellectuelle. Aujourd'hui, la diaspora, elle est consciente de son importance, mais c'est parce que aussi, il ne faut pas oublier, ils ont su répondre à l'appel intelligent du président de la République. Car très vite, il a inclus cette diaspora et il l'a jeté dans le bain au même titre que ceux qui sont ici sont, je pense, sans aucune différence dans la loi qui gère l'Algérien, là où il est. Je reviens pour dire que le bilan, il est positif parce qu'on a fertilisé le terrain, car l'arsenal juridique qui a touché le climat de l'investissement surtout, l'approche sociale, le rétablissement de la confiance. Vous savez qu'un président de la République, on l'appelle son Excellence. Il a abandonné volontairement son titre, le peuple lui a donné un titre beaucoup plus important. C'est celui de Hamid Boun, qui veut dire le parrain et le père et le protecteur. C'est plus encore. Il a été adopté par toute la société. Comme un membre de la famille. Voilà. Et que maintenant, je crois que le projet ou la prospective de l'Algérie sur les 5 ans à venir est la continuité de ce qui a été fait, je dirais, depuis 2 ans. Parce que les 3 premières années... Sophie, aucun président n'a eu l'honneur d'avoir le même statut que le président Abdelmadjid Tebboune. Absolument, absolument. J'allais justement... Et ce fameux Ammé, donc, tout le monde utilise... C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et d'ailleurs, son bilan ne peut être en réalité, j'allais dire, mis là, on ne peut en parler que des 2 dernières années, car les 3 premières années, c'était rétablir un ordre d'un État défaillant, un État au bout de la rupture. Si ce n'était le peuple qui s'est soulevé contre des pratiques qui nous emmenaient droit dans un mur, et que cette volonté d'aller à une refonte du système politique, donc, et assurer le maintien et la vie de l'État algérien, je crois que Abdelmadjid Tebboune, en tant que président, a été le bon client pour l'Algérie. C'était sans compter aussi, M. Abdelkader Soufi, les années Covid-19. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Les 3 premières années de son mandat, c'était la crise économique mondiale, la crise financière, la crise sanitaire, s'ajoute à cela la crise nationale algérienne interne. Il y a autre chose aussi, Abdelkader Soufi et vous également, Idir Sassi, et aussi Gamal Abina qui est avec nous, c'est que le président Abdelmadjid Tebboune a simplifié ses discours. Aujourd'hui, tout le monde peut le comprendre. Il s'adresse à tous les Algériens. Donc de 7 à 77 ans, tout le monde comprend Abdelmadjid Tebboune. Je veux vous dire, en matière de langage diplomatique, chaque président choisit un style de communication. Et généralement, c'est un style, il y en a ceux qui utilisent le style soutenu, un style administratif. Tebboune a choisi le langage du peuple. Exactement. C'est celui que le peuple comprend. Et pourquoi il a choisi cela? Pour éviter toute interprétation malicieuse. C'est pourquoi il a choisi ce genre de communication qui est ce qu'on dit du cœur au cœur. Très bien. Merci, messieurs. Alors, on passe à un autre volet à présent. Abdelmadjid Tebboune a également affirmé lors de son discours aujourd'hui qu'il s'attellerait au cours de son second mandat au lancement d'un dialogue national avec l'ensemble des forces nationales vives, et ce en consécration de la véritable démocratie. On l'écoute et on en reparle. من خلال العهدة الثانية هاته وفي ظروف تسمح لنا بذلك سنقوم باتصالات كثيفة واستشارات
مع كل الطاقات الحية للوطن السياسية منها والاقتصادية والشبانية أن ندخل في حوار وطني مفتوح لنخطط معا المسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة، مش ديمقراطية الشعارات، ديمقراطية التي تعطي السيادة حقيقة لمن يستحقها. Alors je ne sais pas vous, messieurs, mais le mot qui m'interpelle dans ce que vient de dire le président de la République, c'est le mot « ensemble ». Le président ne compte pas travailler tout seul. Edir Sassi, qu'en pensez-vous? J'en pense beaucoup de bien. On en a parlé durant, même avant, durant je crois, la campagne, et puis même un peu avant, sur cette nécessité du renforcement du front interne. Donc nous avons vu les risques, que ce soit au niveau régional, international. Donc il est très nécessaire de rassembler. Maintenant que ce quitus populaire qui a été donné au président de la République, je pense, à mon avis, qu'il faut l'exploiter, entre guillemets, au maximum. C'est-à-dire qu'il faut capitaliser sur cette possibilité, sur ce que nous avons comme chance pour pouvoir réformer ce qui reste à réformer. Donc oui, j'ai vu durant la campagne un parti de droite, un parti de gauche, un parti de centre. Je veux bien, dans l'avenir, qu'on puisse avoir une lisibilité, moins d'anarchie, que les gens se retrouvent dans quelque chose de normal et de logique et qu'ils puissent faire des choix éclairés et qu'il n'y ait pas du chahutage. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est une question de responsabilité. Je veux dire, l'avenir d'un pays ne peut pas se jouer avec irresponsabilité ou avec des fake news, etc. Donc, ce dialogue permettra de rassembler et de pouvoir libérer tout ce qui est possible pour que le pays puisse affronter ensemble et dans l'union les défis qui nous attendent. Très bien. Abdelkader Soufi, ce dialogue national est un aspect éminemment important. Bien sûr. Moi, je crois que je reprends un adage algérien propre aux Algériens, c'est fermons notre porte et parlons entre nous. Je crois que le discours d'aujourd'hui, le parterre aussi, qui était rassembleur, d'ailleurs des paradoxes, exprimait cette volonté de vouloir s'étaler sur l'ensemble des questions de discorde ou de concorde entre l'ensemble des Algériens et que arriver à faire un consensus national loin de toute ingérence, et ce ne sera que entre les Algériens. Et là, la possibilité, la main est tendue de pouvoir le faire. D'ailleurs, nous avons vu une tradition, mais c'est une première. Le président de la République qui reçoit juste après donc le serment dans son bureau les deux autres candidats. Donc, et ça, c'est une première dans les annales. Cela explique que l'action démocratique est mue. Ça veut dire qu'elle est mise déjà sur rail et qu'il faut que ce soit une coutume et de tradition que le jeu démocratique doit être le seul maître mot de l'action politique et le respect total de la volonté de la population, mais aussi le respect total de la loi. Autrement dit, il faut avoir cette protection de la loi et que nul ne peut être au-dessus de la loi, et seuls ceux qui ont, j'allais dire, cet acquiescement de la population et qui font valoir leurs intérêts à travers la loi qui est là pour les protéger. D'ailleurs, il l'a dit, donc aura cette possibilité d'accéder au pouvoir ou à n'importe quelle situation parce qu'il le mérite. Gamal Abina, le jeu démocratique, seul le maître mot, comme le disait à l'instant Abdelkader Soufi, le président Tebboune veut inclure tous les citoyens à travers ce dialogue?
Oui, c'est un dialogue inclusif et j'ai envie de dire que l'Algérie a connu une époque où il y a eu la concorde civile, donc c'était la paix civile. Maintenant, il doit y avoir une concorde politique. On a un objectif commun, on doit faire en sorte que le pays se développe. Je pense que bon, l'élection s'est passée avec des gagnants, enfin un gagnant et des perdants, ce qui est le jeu électoral. Je pense qu'il y a du respect malgré tout, c'est ce qui est affiché et surtout, je pense que tout le monde a compris que l'orientation générale de l'Algérie aujourd'hui, c'est les questions économiques, de mettre le pays à l'abri et de faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, c'est effectivement le respect du droit individuel, faire en sorte que le citoyen soit respecté dans ses droits et devoirs, faire en sorte que le citoyen soit considéré, faire en sorte que l'Algérien n'ait pas le sentiment d'être une sorte de petit élément comme ça, un petit peu disparate et inutile, mais revienne au centre du débat. L'Algérie est une république, ce n'est pas un royaume, ce n'est pas un émirat ou je ne sais. Donc l'Algérie s'inscrit clairement dans une démarche qui est inclusive. L'idée de la République, c'est de faire du citoyen quelqu'un qui compte et non pas qui est au cœur clairement de la nation. Un citoyen peut devenir un élément extrêmement important, mais quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas important, un citoyen ne doit pas être minoré. La révolution s'est faite par le peuple et pour le peuple, et aujourd'hui le peuple parle, donne sa voix, doit s'exprimer, doit réussir et doit surtout accompagner les changements en douceur. On a vu que notre Hirak a été un Hirak très mature, très intelligent, qui est allé complètement à des kilomètres de ce qui s'est passé en 2011 dans des soi-disant révolutions arabes, et on voit bien que l'Algérie aujourd'hui est un havre de tranquillité dès lors que le peuple algérien fait corps. Les dangers sont aux frontières, on le sait, les jalousies sont affichées, on le sait, le pays est en plein décollage économique, en dépit de ce qui est dit, même la Banque mondiale a fini par valider les chiffres algériens. Donc on doit avoir comme objectif, et je tiens à rappeler quand même la difficulté, qu'on le voit une France par exemple à 2900 milliards de dollars de PIB, quand nous on va à 400 milliards, mais on est à 266, c'est pas normal. On doit avoir un PIB qui explose et on doit faire en sorte que les objectifs soient largement dépassés. C'est une volonté politique, mais effectivement, pour cela, il faut un cadre législatif stable. Il faut faire en sorte que l'investisseur étranger, à commencer par l'Algérien, je rappelle, parce que les IDE peuvent venir massivement de la communauté établie à l'étranger, que cet investisseur puisse investir dans des conditions normales et ne se voit pas spolier au bout de quelques temps de ses richesses, parce que les lois changent. En l'occurrence, depuis 3 ans, on sent bien qu'il y a une stabilité du cadre légal et il faut accompagner cela avec des actions concrètes. La porte est ouverte aux investisseurs étrangers et à la diaspora. La porte est ouverte au droit aujourd'hui, c'est le droit qui prime et il faut quasiment garantir que ce droit soit pérenne en l'exerçant. Edir Sassi, est-ce qu'il est primordial aujourd'hui d'inclure la jeunesse algérienne dans ce dialogue ? Oui, c'est l'enjeu, en tout cas, c'est un enjeu majeur. La jeunesse, il faut trouver les moyens pratiques et pragmatiques, en tout cas, d'inclure au maximum la jeunesse algérienne. On a réfléchi à des idées, à une sorte d'assistanat, à une sorte d'accompagnement, mais je pense que la vraie force de l'Algérie, c'est sa jeunesse, c'est 70% de la population. Donc, même en termes de communication, les moyens de communication, il faut être à la hauteur de ce que pourrait faire un concurrent, un jaloux, je ne sais pas, qui va essayer de me déstabiliser. Et donc, il faut développer ces canaux de communication envers la jeunesse et surtout être pratique. Moi, j'ai dit dans une intervention comme ça, pour être très terre à terre, le crédit à la consommation, je pense en tant que financier qu'il y a une corrélation certaine entre les mariages et le crédit à la consommation. Donc, depuis qu'il y a eu des restrictions sur ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé, quoi. Donc, il faut être pratique, il faut ouvrir plus de possibilités en termes économiques et de stabilisation. Le crédit est un facteur de stabilisation, il stabilise le citoyen. Donc après, sur le plan politique et social... On a l'impression que la jeunesse, elle est désintéressée quand même de cette politique. Comment faire en sorte qu'elle s'intéresse un peu plus, qu'elle soit plus active ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. C'est une jeunesse qui est très consciente et qui a même peur pour son pays. Il faut pas oublier que nous sommes, je suis un peu plus qu'un jeune peut-être, mais nous avons tété de tout ce qui est comme leçon des sacrifices de nos parents et de nos grands-parents. Il n'y a pas un Algérien qui n'a pas une histoire chez lui de tout ce qu'on a vécu. Oui. Donc, la jeunesse algérienne ne veut pas d'anarchie, ne veut pas de danger, ne veut pas d'aventurisme. Elle est très responsable. Et j'ai vu beaucoup de cas, personnellement, j'ai vu des start-up, on a essayé d'accompagner, on a fait beaucoup de choses comme ça envers la jeunesse. Il y a une vraie volonté. Maintenant, il faut montrer un cap. Il faut donner l'espoir, il faut l'espace de réalisation d'un jeune, il faut le libérer. Il faut laisser le jeune se réaliser chez lui. Chacun a ses besoins, chacun a
bien sûr, à ses intérêts intrinsèques, mais cet espace, il faut l'identifier, nous avons la responsabilité de les guider et de libérer ces espaces pour cette jeunesse algérienne qui est notre force. Aujourd'hui, on parle de grands projets, on va avoir un problème de main-d'œuvre. Oui. Il faut penser à ça. Donc, alors, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On a une jeunesse qui ne travaille pas, qui a un problème de chômage. Qui est très exactement. Je pense donc, il y a des pans, l'espace de réalisation de soi pour la jeunesse algérienne, et il faut sérieusement y travailler. Les moyens de communication, la responsabilité est liée définitivement, et puis oser ouvrir pour cette jeunesse, que ce soit sur le plan économique et sur les autres plans, et on aura beaucoup de surprises, j'en suis certain. Abdelkader Choufi. Moi, je pensais que, dans la continuité donc, de ce que disait le Dr Sessi, c'est qu'il faudrait qu'il y ait réellement une étude sociologique sur le comportement de la jeunesse. C'est une jeunesse très innovatrice, mais des fois, c'est parce que peut-être on ne connaît pas réellement les réflexes. Ces mêmes Algériens qui quand ils ont cette possibilité de faire quelque chose, ils vous étonnent. Donc, rappelez-vous, la Covid, quelque part, était bénéfique à l'Algérien, où beaucoup de produits que nous importions et qui nous coûtaient cher en devises, avec des associations hétérogènes entre entreprises, universités et jeunes et formations professionnelles, on a pu réaliser des choses qu'on croyait qu'il était impossible pour nous de pouvoir le faire. Donc ça, c'est important. Aussi, je voulais rebondir sur quelque chose que M. Abina et M. Sessi ont parlé, sur la qualité de la production nationale, qui est apte à jouer donc, et avoir un marché important, une part du marché à l'international. Il est où le problème? Moi, je vais vous dire. Il a suffi qu'il y ait une petite publicité à travers les réseaux sociaux pour découvrir la qualité de ce produit, et même des labos ont démontré que le produit était bio, il n'y avait pas de conservateur et il était de qualité, qu'il n'y avait pas beaucoup de sucre. Et pas beaucoup d'huile de palme. Voilà. Cependant, notre problème, il y a un autre, et qui est important. M. Sessi a parlé de la culture algérienne, de pouvoir se projeter ailleurs et de démontrer la spécificité nationale. Cela passerait par la culture, par le ministère de la Culture, par l'industrie cinématographique, par donc d'autres moyens aussi d'envahir les marchés à travers le monde pour qu'ils puissent connaître réellement l'Algérien et la production algérienne à travers cela. Je me rappelle que je faisais quelques recherches d'études sur le plan culturel, et là, une étude irakienne qui parlait du raïs turc qui était en train d'envahir le monde arabe oriental à travers le cinéma. Le cinéma qui a vendu d'abord la culture turque, qui a vendu quelque part cet amour. Tout comme Hollywood nous vendait les films westerns, nous vendait plein de trucs, et on aimait les Américains sans les connaître réellement. Nous avons aimé le Brésil à travers le football, mais en réalité, est-ce que nous connaissions le Brésil? Donc, le plus important, se faire connaître et faire connaître son produit, cela est un autre moyen qui permet justement au lobbying, à la diaspora à l'étranger, de pouvoir défendre les produits algériens, mais aussi de se positionner dans le monde. Il ne suffit pas d'avoir une force économique et une force militaire sans avoir cette force soft qui est la continuité de cette culture et de cette existence ancestrale de l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas l'Algérie depuis 1962. L'Algérie a retrouvé son indépendance, sa souveraineté. L'Algérie a toujours existé et a toujours été un acteur qui rayonnait non seulement sur la Méditerranée, mais qui arrivait même à l'océan Atlantique. L'hymne de Baltimore parle de l'Algérie. Donc, faisons en sorte que nous conjuguons nos efforts, que l'ensemble des institutions, chacune, l'éducation, la jeunesse, la culture, chacun a un devoir de pouvoir jouer son rôle pour que
cette politique du président de la République puisse réussir et que le jeune Algérien désintéressé puisse se reconnaître dans cela. La révolution se fait à travers l'amour de vouloir faire quelque chose. Les gens sont sortis en 2019, c'est parce qu'ils sont sortis par l'amour de défendre leur pays et par l'amour de vouloir continuer et évincer les forces maléfiques. La force, elle est là. Et il faut la prendre. Gamal Abina, je reviens vers vous. Cet amour donc, de l'Algérien pour sa patrie, il est inéluctable finalement. Tout à fait, mais il y a des réalités dont vous parlez de la jeunesse, c'est important. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui est à Batna, qui est architecte, qui est excellente, qui a toutes les qualités requises pour être quelqu'un de parfaitement intégré socialement et qui évoque la question de l'ennui. Oui. Malheureusement, l'Algérie, on n'a pas encore investi, ça commence à venir, j'ai pu l'observer, mais investir dans le loisir, dans les sorties, dans les soirées, dans les cinémas, parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y a pas de réseau de distribution, il n'y a pas de campagne publicitaire pour les films qu'on va produire, par exemple, et il n'y a pas l'idée de se dire que le loisir est une chose essentielle. Vous allez à Dubaï, par exemple, moi j'aurais aimé qu'Alger brille de mille éclats comme Dubaï, ça va arriver j'espère, mais en étant éthique évidemment, vous allez dans cet émirat, pourquoi les gens y vont? Parce qu'ils s'amusent, parce qu'il y a des choses nouvelles, il y a des surprises, il y a évidemment le bling-bling, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le culturel qui est bien travaillé, il y a aussi l'idée que le pays fait corps avec des gens qui vont séduire à l'étranger, et le monde entier se précipite. Sur 20 années, ils ont 20 millions de tourisme. Alors, ils ont réussi à monter sur un taux incroyable de tourisme en un an, 20 millions. Donc ça, c'est des réalités. Je ne dis pas qu'il faille du tourisme de masse, il faut un tourisme de qualité, mais il faut surtout faire en sorte que la jeunesse algérienne ait envie de se dire je suis fier d'être de mon pays qui est beau, je suis fier de pouvoir dire que telle ou telle place séduit, je suis fier de pouvoir sortir dans un endroit où on est bien, on est en famille, on est en sécurité, et surtout l'idée de se dire que je suis fier d'avoir un lieu qui n'existe pas ailleurs, parce qu'il faut une singularité algérienne qui est réelle. Historiquement, il n'y a pas à discuter, mais il faut faire en sorte de parler à la jeunesse, de faire en sorte que cette jeunesse ne soit pas désœuvrée, parce que avoir de l'argent en Algérie et ne pas pouvoir vivre normalement, s'amuser, sortir, c'est difficile. Et je pense que ces questions-là, c'est le prochain défi à relever, faire en sorte qu'il y ait des lieux qui se multiplient, qui sont conviviaux, qui sont culturels, qui font en sorte qu'on puisse sortir, s'amuser, parce que cette jeunesse, elle demande cela, parce qu'elle l'a montré pendant le Hirak, elle a montré une vraie ferveur, un attachement viscéral au pays, et j'en veux pour preuve une chose qui était remarquable. Ça m'avait marqué. Depuis 2014, l'Algérie vibre dans le cœur de la diaspora à l'international et aussi au pays, par rapport au foot, on l'a vu. Mais on a vu aussi que dans les terrains de foot, quand les Algériens y allaient, que ce soit en Asie ou dans le reste du monde, à chaque fois, ils nettoyaient leur place pour montrer nous sommes des gens propres. Et le Hirak a montré aux Algériens qui ont commencé à nettoyer la rue après les manifestations, qu'ils se réappropriaient leur pays. Et c'est important de le rappeler. Il n'y en a pas deux pays comme ça, il n'y en a qu'un seul. Il est brillant, il est immense, il est beau, il est divers. Il a été mis en lumière par un grand photographe français, l'Algérie vue du ciel, Yann Arthus Bertrand. Donc c'est un pays qui séduit, mais il est peu connu, mal connu. On n'a pas su créer du lien entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Tout ça doit être mis en place. Déjà, le tourisme interne serait une richesse. Mais surtout, faire en sorte que dans ce tourisme, on soit accompagné, qu'on soit séduit par ce qui se passe. Un exemple que je vais jeter comme ça, pêle-mêle. Alger est une capitale de voitures. C'est pas normal. On doit avoir des places de plus en plus piétonnisées. On doit faire en sorte que les voitures passent dans d'autres secteurs. Faire en sorte qu'on ait plus d'accès à la rue sans avoir à courir pour passer d'une rue à l'autre. Il faut faire en sorte qu'Alger soit récupéré par le piéton pour que le piéton se sente en sécurité chez lui et qu'il ait moins de bruit. Enfin, tous ces éléments-là ont l'air de rien. Mais c'est un beau pays qui mérite d'être valorisé. Tout est là, hein, tout est en place. Maintenant, les îles sont jetées. Et je pense que si effectivement on fait cet effort, non seulement les Algériens n'auront plus envie de voir ce qui se passe à l'étranger, mais sont très fiers de voir ce qui se passe chez eux. Très bien, merci Gamal Abina. On passe à présent à un autre aspect qu'a évoqué tout à l'heure le président de la République. Alors l'Algérie aujourd'hui a repris confiance en elle après avoir été trahie. Regardez. اجتزنا ظروفا صعبة ودعتنا جميعا في الخمس سنوات الماضية أمام تحدي الانتقال بالجزائر المخدوعة والمنهكة نتيجة تفشي الانحرافات ومؤسسات الجمهورية من أجواء اليأس والإحباط ومن حالة انهيار الثقة في رموز الدولة ومؤسساتها واستشراء الفساد ونهب المال العام إلى جزائر جديدة، جزائر ينتعش فيها الأمل ويستعيد فيها الثقة في الدولة
وهيبتها بصدق وبصدق القول المتبوع بالعمل والمقرون بتجسيد الالتزامات 54 التي تعهدنا بها أمام الشعب. Homme de changement, le président Abdelmadjid Tebboune a lors de son premier mandat redoré le blason de l'Algérie sur la scène internationale avec de nombreuses prises de position. Alors l'Algérie est aujourd'hui, grâce à l'important travail diplomatique effectué, écoutée, respectée. On retient notamment l'organisation à Alger du sommet de la Ligue arabe, c'était en 2022. L'Algérie avait réussi à mettre fin aux dissensions arabes et à resserrer les rangs, ce qui a abouti au retour de la Syrie, par exemple, au sein de l'organisation arabe et donné lieu à un regain de dynamisme, notamment en faveur de la question palestinienne, qui est revenue en force sur le devant de la scène et au rapprochement entre les factions palestiniennes. Abdelkader Soufi, autant de succès qui ont donc redonné ces lettres de noblesse à la diplomatie algérienne grâce aux efforts fournis par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et qui font aujourd'hui de l'Algérie un partenaire fiable, une institution vers laquelle on se tourne. Oui, absolument. Moi, je dirais que longtemps, la représentation diplomatique, la politique extérieure algérienne a été mise en veille et cela a été au détriment aussi de la vision algérienne des fois. Donc quand il dit trahi, c'est parce que aussi nous avons subi l'action du réseautage d'acteurs étatiques, non étatiques, asymétriques et j'en passe. Le retour de l'Algérie sur la scène internationale a au moins d'abord remis en place 3 questions qui étaient cliniquement mortes. La question du Sahara occidental, la question de la Palestine et la question de la Ligue arabe. Ça veut dire que d'abord, pour ce qui concerne la question des palestiniennes, l'Algérie a été rassembleur, où elle a permis aux fractions et aux frères palestiniens de se rencontrer. Elle a fait un travail de longue labeur. Et elle leur a permis de se réunir sans aucune ingérence. Ils se sont d'ailleurs, réunis. mais une année durant, les contacts ont été établis entre les différentes fractions jusqu'à ce qu'ils aient pu avoir donc ce consensus qui les a remis ensemble. Aussi, le travail acharné en ce qui concerne la réunification de l'action de la Ligue arabe et aussi le retour, comme vous l'avez si bien dit, de la Syrie pour réoccuper son siège. Mais il ne faut pas oublier que l'Algérie a émis son veto pour que le siège de la Syrie ne soit pas occupé par autre, car certains voulaient le donner à l'opposition. Aussi la question du Sahara occidental qui a été longtemps abandonnée et oubliée. Là, le monde redécouvre un peuple opprimé et un peuple, une dernière colonie en Afrique. Ensuite, le travail depuis l'avènement de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, elle a un peu bouleversé l'hiérarchie et donc apporté un plus, d'abord en défendant les questions majeures, celles du droit humain, celles des droits des peuples, mais aussi la réforme des Nations Unies. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique donc viennent d'acquiescer et d'accéder à cette revendication pour dire que nous ne sommes pas contre que l'Afrique puisse avoir de sièges permanents au sein du Conseil de sécurité. Ce redéploiement politique et diplomatique de l'Algérie sur la scène internationale, il est palpable et visible. Pour cela, donc, l'Algérie a été conviée au G7. Ce n'est pas pour ses beaux yeux, si ce n'est ce retour sur la scène internationale fracassant et imposant. Mais est-ce que nous sommes arrivés? Non, il faudrait qu'il y ait aussi, il faut le dire, beaucoup de travail diplomatique dans le cadre bilatéral à travers le monde pour conforter cette position, mais aussi pour avoir plus de voix qui accompagnent l'action de l'Algérie à l'international aussi. Donc la même chose pour l'action économique, car sans cela, on ne peut pas maintenir un cap et une situation. Le défi est majeur, lui il le dit, M. Abdelmadjid Tebboune, et nous l'avons souvent dit ici sur ce plateau et ailleurs,
que la persévérance seule et la volonté réelle et l'abnégation nous amènent à réaliser le rêve algérien. Très bien. Alors permettez-moi, messieurs, à présent d'ouvrir une autre parenthèse pour parler d'un événement à venir qui est crucial pour le monde. Il s'agit du sommet de l'avenir prévu les 22 et 23 septembre, donc dimanche et lundi. En prélude de ce sommet mondial, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé justement son soutien résolu envers l'ONU et a appelé les dirigeants mondiaux à soutenir le futur pacte pour l'avenir. Dans une allocution marquante du président de la République, eh bien, il a insisté à ce que ce sommet de l'avenir ne soit pas juste un événement passager ou anodin, alors que pour que ce rendez-vous soit justement valorisé et qu'il soit une nouvelle opportunité afin de rattraper tous les manquements. Regardez. قمة المستقبل التي نحن بصدد التحضير لها لا ينبغي أن تكون مجرد حدث عاد أو مناسبة عابرة. هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه كفرصة متجددة لاستدراك ما فاتنا من مساع هادفة لبلورة حلول سلمية للأزمات والصراعات التي تثقل كاهل المجموعة الدولية. هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه كركيزة صلبة لاستشراف آفاق مستقبل أفضل في ظل منظومة دولية متوازنة وعادلة، منظومة تضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع. Pour Abdelmadjid Tebboune, le sommet de l'avenir permettra de renouveler les engagements collectifs et surtout tisser une interdépendance équitable entre les pays. هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه كمحطة فارقة لتجديد التزامنا الجماعي بالمبادئ والقيم المكرسة في الميثاق الأممي، تلك المبادئ والقيم التي وضعت من أجل صون أمننا الجماعي ونسج ترابط منصف بين بلداننا وإعلاء مصالحنا المشتركة. أدعو قادة العالم إلى الانضمام إلى هذا المسعى النبيل وإلى حشد جهودنا بغية ترجمة ما ستجتمع عليه قيمنا من مخرجات إلى نتائج فعلية تحفظ مصالح الأجيال القادمة والحالية. Restez avec nous, la suite de cette émission dans quelques instants. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, nous évoquions il y a quelques instants le sommet de l'avenir. C'est un sommet important pour le futur Idriss Sassi. Exactement. Donc, alors, qui ne peut être mieux placé qu'un pays jeune, entre guillemets, qui a su se libérer du joug du passéisme, du révisionnisme, du colonialisme et toutes les injustices, l'esclavage, donc qui peut parler de l'avenir. Donc la voie alternative d'un pays comme l'Algérie, elle compte. Elle est utile au niveau international. Un pays comme l'Algérie doit exister quelque part pour dire les vérités, pour dire ce qu'on parlait de la jeunesse tout à l'heure. Les équilibres. Exactement, c'est attendu, sinon ça va être la jungle. Donc, je disais, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, et on a vu dans les positions algériennes, qui sont des positions de droit, donc de droit international, légalistes jusqu'au bout, ils parlent de l'ONU. Donc, la jeunesse au niveau des universités, un peu partout, a parlé de la même voix que l'État algérien.
il n'y a pas eu de contradiction entre les positions officielles de l'État algérien sur la scène internationale et ce qui représente l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire la jeunesse, que ce soit les étudiants et autres. Donc c'est un monde multipolaire dont l'Algérie plaide, dans lequel devrait compter une voie alternative comme l'Algérie, un monde dans lequel il y aurait plus d'espace pour trouver des solutions, que ce soit par voie diplomatique, économique et de dialogue. Et donc ça, c'est très important. Et la position légaliste, encore une fois, de l'Algérie, qui historiquement a démontré qu'à chaque occasion, l'Algérie avait raison de suivre la légalité. On peut citer l'Afrique du Sud, le Timor oriental, les pays africains, les pays, je parlais tout à l'heure de diversification des partenariats, l'Amérique latine. Nous avons déjà notre réputation, elle est faite. Donc tout cela, le monde a besoin de ça. Donc la reconfiguration des systèmes internationaux plus justes, qui ne soit pas que tourné vers une théocratie ou une bureaucratie ou un lobby quelque part, c'est un facteur de stabilité. On a besoin de voix comme celle de l'Algérie, définitivement. Gamal Abina, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré que le sommet donc, de l'avenir ne doit pas être un événement anodin. En quoi est-ce que ce sommet est important pour nous en tant qu'Africains ? Vous savez, il y a des réalités. On sait que l'Afrique en général plutôt, n'est pas représentée au Conseil de sécurité. Alors qu'est-ce que le Conseil de sécurité ? C'est un conseil qui a été créé par les Occidentaux après la Seconde Guerre mondiale, alliés des Russes et des Chinois, qui représentaient, parce que c'est les proportions de population contrôlées par l'Occident, en l'occurrence les États-Unis avaient une grande population, la France et l'Angleterre de par leur colonie, la Russie par son nombre d'habitants et la Chine. Et donc après la guerre, c'est les 5 puissances qui ont vaincu, qui ont été à l'initiative de ça. Et le but du Conseil de sécurité, c'est garantir la sécurité mondiale, c'est-à-dire faire en sorte que les conflits qui arrivent soient désamorcés en amont ou éventuellement les arrêter quand ils sont déjà engagés. Et la question, c'est qu'on a 5, donc les continents sont pratiquement tous représentés. On voit bien l'Amérique avec l'Amérique du Nord, l'Europe 2 fois par l'Angleterre et la France, l'Europe orientale par la Russie et puis l'Asie par la Chine. Par contre, il n'y a pas d'Afrique. Donc c'est vrai que ces questions se posent avec équité, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Pourquoi ? Parce que être au Conseil de sécurité, c'est avoir les clés de la maison, quelque part, et avoir le droit de veto pour empêcher une guerre, par exemple, comme en Libye. Et surtout, être au Conseil de sécurité, c'est créer un poids face à une autre idéologie qui n'est pas la nôtre, à savoir l'idéologie occidentaliste. Donc effectivement, il y a sur le bloc occidental, on a France, Angleterre, États-Unis, le bloc oriental, la Russie, la Chine, mais pas de pays arabes, pas de pays africains. Ça pose problème. L'Algérie porte cette question depuis très longtemps, et pas seulement elle, mais elle aujourd'hui, parce qu'elle est bien placée. Et il faudrait effectivement que ce sommet de l'avenir, parce qu'on parle d'avenir du monde, on parle de répartition des pouvoirs dans le monde, et pas du nouvel ordre mondial, mais bien des répartitions de pouvoirs, avec un monde qui change vite, avec un monde qui bascule à l'Est, on l'a compris, sur le plan économique et militaire. Eh bien, il faut que l'Algérie se positionne de façon singulière parce que, ça a été dit sur le plateau tout à l'heure, l'Algérie n'a pas d'ennemis en vérité, ou très peu. L'Algérie est capable de parler à tous les pays, elle parle avec la Russie, avec la Chine, elle parle avec les États-Unis, elle parle avec l'Iran, alors que dans les années 90, ça se passait très mal. Donc l'Algérie est capable de communiquer et de discuter, de dialoguer, parce que c'est une longue tradition diplomatique qui était arrivée de façon intuitive. Les premiers diplomates algériens n'étaient pas chevronnés à l'exercice, ils l'ont fait à la pratique. Eh bien, cette longue tradition diplomatique s'est transmise, s'est retransmise. Je ne vais pas vous faire la liste des diplomates algériens qui ont brillé depuis les années 70, mais aujourd'hui, effectivement, avec le poids politique de l'Algérie, avec cette histoire extraordinaire, on est le seul pays à s'être débarrassé avec le Vietnam d'une puissance coloniale, c'est pas rien quand même. Eh bien, on est capable de dire, voilà, le monde doit être plus juste, le monde doit être plus équitable, le monde doit être plus équitable au niveau du droit, on parle du droit international, donc du Conseil de sécurité, et puis surtout, le monde doit être plus sécurisé. On voit bien qu'en Afrique, il y a des pressions considérables qui sont faites en termes de sécurité et de la stabilité. La réouverture du conflit au Sahara occidental en 2020 n'a pas été un cadeau. Les États-Unis de Trump ont accéléré effectivement le feu dans la région en reconnaissant cette souveraineté. Donc ça crée des tensions qui doivent être dépassées. Et je pense que, et l'Algérie le répète à chaque fois, seul moyen pour sortir des problématiques, c'est le dialogue, comme ils l'ont fait avec l'Irak dans les années 70, comme ils l'ont fait avec l'Éthiopie et l'Érythrée, comme ils l'ont fait avec beaucoup de pays qui ont fait appel au service de cette diplomatie qui a une longue tradition, comme je le disais, et à chaque fois, ça a apporté ses fruits. Donc effectivement, ce sommet de l'avenir doit être un sommet de l'avenir, surtout en termes de droit et de sécurité. Donc le droit pour garantir la sécurité et la sécurité pour garantir que tous les peuples vivent libres, indépendants et en paix. Merci Gamal Abina. Abdelkader Soufi, Abdelmadjid Tebboune compte mettre fin finalement à cette marginalisation du continent africain qui n'a que trop duré. Absolument. Je crois que
l'un de ses chevaux de bataille, c'était justement redonner, corriger d'abord cette injustice, comme il a dit, cette injustice historique, et replacer l'Afrique sur la scène internationale. Ce que nous ne disons pas, c'est que si la France a son droit de veto, c'est parce que 14 pays africains lui ont accordé ce droit, lui ont signé pour qu'elle puisse avoir une place au sein du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il est temps que les Africains reprennent leurs droits et leur avenir entre les mains. Prospective de demain, changer le futur commence aujourd'hui par lancer les jalons et se dire les choses telles qu'elles sont et choisir justement ceux qui réellement ont cette capacité de le faire, défendre les Africains et les intérêts des Africains, et que cela ne doit pas avoir des visions égoïstes ou servir des agendas, car malheureusement on peut y aller si les Africains ne font pas le bon choix pour eux, pour choisir qui pourrait les représenter réellement. Heureusement, il y a certains pays pivots et qui jouent ce rôle-là. Jusque-là, ils le font bien. Il y a le Conseil des 10 de sécurité qui travaille justement en commune dissertation. Il y a l'action, j'allais dire, à l'international qui voit l'Algérie et l'Afrique du Sud conjuguer leurs efforts pour défendre... Justement, l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui, on le rappelle, étaient à l'origine de la mise à l'écart des représentants de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine. Au sein de l'Union africaine, mais aussi qui ont emmené cette entité devant la Cour de justice internationale. Exactement. Et aussi qui ont emmené la question de la Palestine au Conseil de sécurité, qui ont forcé quelque part aussi le bras aux États-Unis d'Amérique pour qu'elle n'impose pas son droit de veto. Aujourd'hui, on parle d'une place de membre permanent de la Palestine au sein des Nations Unies, mais surtout aussi une autre action qui a été entreprise par l'Algérie, qui a été acceptée par la Ligue arabe, à savoir empêcher l'entité sioniste d'exercer au sein de l'ONU. Et ça aussi, c'est une action non négligeable et qui est, je pense, à mettre au profit de l'action diplomatique algérienne. Donc il faudrait être vigilant quant au choix des pays africains qui devront donc représenter le continent. Eh ben, absolument. Moi, je crois que les enjeux sont majeurs, sont là. Si vous avez donc, si on accorde à l'Afrique peut-être cette possibilité d'avoir 2 places permanentes, il ne faut pas oublier que depuis le président français Hollande qui a dit nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que l'Afrique puisse avoir des postes permanents, mais sans veto. D'ailleurs, les Américains, quelque part, rejoignent cette idée-là. Mais le plus important, il ne faut pas que nous autres Africains tombions dans le piège de la concurrence et de la discorde pour celui qui va nous représenter au sein de l'Organisation des Nations Unies, au sein de ce Conseil de sécurité, parce que si on peut y accéder effectivement, c'est un premier pas. C'est prendre et demander encore plus. La marche d'un mile, c'est un pas, ça commence par un pas. Là, je pense que c'est de bon augure. Gamal Abina, je reviens vers vous. Est-ce qu'une présence d'un pays africain au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait peut-être dégoupiller le dossier du Sahara occidental ? Je pense que d'abord, ce n'est pas un pays africain parce que ce n'est pas possible de se mettre d'accord. Si on a l'Égypte, par exemple, pour l'Afrique du Nord qui nous représente, autant dire que c'est l'Amérique qui représente. Si on a en Afrique, par exemple, le Nigeria à la place de l'Afrique du Sud, ce ne sera pas la même politique, on le sait. Je pense que pour que ces questions du Sahara occidental soient réglées, qu'elles soient négociées, il faudrait que ce soit l'Union africaine qui soit le membre permanent, c'est-à-dire que ce soit le bloc Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait la possibilité de voter
en son sein et de dégager une décision en majorité relative ou absolue, ça dépend, mais faire en sorte que cette majorité soit portée au Conseil de sécurité pour trouver un levier pour faire en sorte que les problématiques se règlent. J'ai envie de dire simplement, pour être très clair par rapport à certaines critiques formulées souvent par rapport à l'Algérie ou des pays arabes, mais particulièrement l'Algérie, on voudrait dire que l'Algérie, et qui osera le dire aujourd'hui, comme l'Afrique du Sud d'ailleurs, ne s'intéresse pas à la cause palestinienne. Non seulement elle s'y intéresse, mais elle était arc-boutée sur la cause palestinienne avant même le démarrage du conflit au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, la cause palestinienne n'est pas une variable d'ajustement électoral, c'est faux. La cause palestinienne fait saigner le cœur de tout le monde entier, le cœur des Arabes en particulier et des Maghrébins. Et donc cette cause-là est au centre du débat, et toutes les causes liées au colonialisme qu'on connaît, hein, on dit qu'il ne reste que 3 colonies, ou 2 colonies, l'Afrique du Sud, excusez-moi, le Sahara occidental et la Palestine. Mais il reste aussi, il ne faut pas l'oublier, Mayotte. Il reste aussi les Kanakis. Il y a encore plein de territoires colonisés. On fait semblant de ne pas les voir. Mayotte, c'est bien en Afrique, ça appartient bien aux Comores et ça a été volé en 1975 par la France qui ne respecte pas le droit international. Donc ça, c'est des choses qui doivent être levées. Et je pense que si l'Afrique parle d'une seule voix avec l'Union africaine, je pense que c'est l'instance la plus sérieuse et crédible. Il n'y aura pas de domination des uns et des autres, mais une majorité négociée. Donc c'est ce qui pourrait peut-être, enfin, j'espère, régler la question du Sahara occidental, parce qu'encore une fois, c'est des conflits qui sont inutiles, qui épuisent les peuples, qui font perdre de l'argent et surtout qui créent des tensions inutiles au sein de pays, de populations qui, logiquement, sont c'est le même peuple. C'est des populations qu'on peut considérer comme des frères et des sœurs. Et bien là, malheureusement, c'est exacerbé par des questions bassement politiques. Si l'Afrique parle d'une seule voix, il y a peut-être une solution à cette question. Très bien, Gamal Abina. Alors justement, Abdelmadjid Tebboune a toujours, lors de son discours virtuel, en marge, donc en préparation de ce sommet de l'avenir, est revenu justement sur d'autres critères donc à éradiquer, à savoir la domination, l'occupation et le colonialisme. Gamal Abina, c'est toujours avec vous. Ah, excusez-moi, d'accord. J'avais pas compris. Oui, donc oui, la question de la colonisation, le néocolonialisme, excusez-moi, qui avait été dénoncé d'ailleurs il y a très longtemps par l'ancien président algérien Ben Bella d'abord, mais surtout par Boumedienne, qui a dit il ne faut pas tomber dans un néocolonialisme économique. On avait un président qui était très clairvoyant, en dépit de tout ce qu'on peut imaginer, et qui avait parfaitement anticipé le mouvement qu'on observe aujourd'hui. Donc effectivement, la domination, qu'elle soit économique, politique, coloniale directe ou indirecte, militaire, ça a été évoqué. En Libye, on voit bien que si les guerres continuent depuis 13 ans, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'absence de forces étrangères. Évidemment que ce ne sont pas les Libyens qui se battent entre eux. Évidemment que ce peuple qui faisait corps, qui faisait nation, a été alimenté en armes et avec des mercenaires extérieurs qui alimentent la guerre. Eh bien, c'est à ça que fait référence M. Tebboune. Il dit qu'il faut en finir avec le néocolonialisme, avec cette espèce de rapine permanente qui fait qu'on va fragiliser les États, qu'on va les détruire comme en Irak, en Somalie. Il y a 6 pays arabes qui ont été détruits en 30 ans, c'est beaucoup. Et donc, il faut en finir avec ça. Pourquoi ? Parce que les rapports de force doivent changer, parce qu'on a la chance d'avoir un monde qui revient à un équilibre, de la terreur sans doute, mais au moins un équilibre qui va répartir les cartes de façon plus équilibrée. Ce ne sera plus la Pax Americana qu'on a subie, mais peut-être un monde qui ressemblera un peu à la guerre froide, mais en même temps avec des pays qui seront un peu plus sécurisés. Donc il a raison de dire cela. Je pense que c'est des questions qui sont fondamentales pour l'avenir des pays africains, surtout puisque c'est l'Afrique qui attire le plus de convoitises, et ces questions doivent être réglées d'abord politiquement, et sur un plan sécuritaire et sur le plan du droit. Très bien, merci Gamal Abina. Idir Sassi, alors fidèle à ses principes, la Palestine et le Sahara occidental restent les priorités de la politique étrangère algérienne. Ça reste, l'Algérie, comme je disais, est une voix qui porte, est une voix authentique qui porte. Et donc, les fuites en avant ne comptent pas. Il y a le droit international, c'est pas une question, permettez-moi de dire, c'est pas des jeux de poker. Donc, du chahutage et de la com. Donc on a vu des exemples en Afrique, l'Afrique du Sud, l'apartheid, qui a soutenu l'apartheid, qui était neutre, qui courbait le dos, etc. Donc tout cela, les gens n'oublient pas, attention. Donc à l'échelle de l'histoire, et surtout en matière de droit international, les positions comptent et tout est écrit, tout est lié. Donc je pense que le fait que l'Algérie soit un pays, disons-le, solide sur les questions de principe et de légalité, et engagé. Et engagé, exactement. Il est respecté donc, par les grands partenaires au niveau international. Je peux parler des États-Unis et autres. Donc la position algérienne, elle est écoutée et respectée. Donc dans ce sens, en tout cas, on a vu un effort considérable de l'Union africaine qui essaye d'unifier les voix. Donc sur le plan, parce que maintenant l'Union africaine arrive à parler à peu près aux institutions financières, aux blocs régionaux, etc., pour compter. Donc parler d'une voix unifiée, c'est vrai que c'est très important
pour que les défis de l'Afrique, défis climatiques, que ce soit inondations ou sécheresse ou autres, donc des défis qu'un pays ne peut pas traiter tout seul. Donc il faut porter la voix de l'Afrique. Donc il y a un effort de l'Union africaine qui s'est fait, qui commence à donner ses fruits. Maintenant, les questions de légitimité et autres, je pense que ça viendra dans l'avenir et je ne pense pas que ces mécanismes, en tout cas, des réformes aussi profondes et inédites depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas une question de bricolage et de chahutage. Donc ça va se faire de façon sérieuse et très certainement trouver des solutions durables. Très bien. Une dernière question pour vous, Abdelkader Soufi. Alors l'Algérie ne baisse pas de ton au sein des institutions internationales pour défendre les causes justes, nous le disions. Quand l'Algérie parle, tout le monde écoute. Et on a l'impression que ce retour tonitruant de l'Algérie sur la scène internationale dérange. Pourquoi ? Oui, mais parce que d'abord, l'Algérie, c'est la voix de la sagesse, mais surtout, c'est l'expression du droit international et de la Charte des Nations Unies. C'est l'expression de la société internationale qui a été oubliée et omise par l'ordre mondial depuis 1945, qui ne sert que les droits des pays civilisés, ceux qui ont créé ce monde-là. Aussi, elle est respectée même de la part des grandes puissances qui font ce monde et qui quelque part se font de la concurrence et des guerres par procuration, respectent l'Algérie parce que c'est aussi cette soupape de sécurité de l'ordre mondial et celle des équilibres, car elle est le garant des équilibres et aucun pays aujourd'hui, pratiquement personne, ne peut maintenir un cap dans ses positions. Des fois, le double discours, on le voit souvent dans le monde, la double action. Le monde aujourd'hui, dans sa transition, qui a fait déplacer le cœur du monde dans le sous-continent africain. D'ailleurs, la Russie fait un containment européen en s'installant depuis la Corne africaine jusqu'au Golfe de Guinée. Les Européens font un containment pour la Russie en avançant les rangs et les remparts devant, en s'approchant de la Russie. L'Algérie, dans cette situation, elle émerge et elle prend cette position d'équilibriste qui, comme le disait Dr Cessi, elle parle à tous, mais elle garde ses positions, ça veut dire intactes. Et ce sera donc un atout supplémentaire pour le président Abdelmadjid Tebboune lors de son second mandat. On arrive à la fin de cette émission consacrée à l'investiture du président Abdelmadjid Tebboune. Merci d'avoir été avec nous. Gamal Abina, merci à vous. Abdelkader Soufi, Idir Sassi, merci à vous également. Je remercie aussi Badis Renissa qui était avec nous en première partie d'émission. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.